Et naturellement l'invité, Arnaud Montebourg. Merci d'être là et bienvenue ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. D'après un ministre de François Mitterrand, il y a pas mal de farfelus au gouvernement Ayrault. Vous n'en faites pas partie. Avec les ministres Manuel Valls, Pierre Moscovici, Jérôme Cahuzac, Laurent Fabius, Michel Sapin, et pardon si j'en oublie quelques-uns ou quelques-unes. Vous êtes l'homme qui a le feu partout, hein, c'est votre formule. L'homme qui a le feu partout et qui quelquefois l'allume. Un pompier social présent sur tous les fronts, chargé d'éviter et de prévenir les plans sociaux, peut-être de définir une stratégie, vous nous direz laquelle, d'empêcher le déclin de la France, qui est en passe, dit l'économiste Nicolas Bavresse, de sortir de l'écran radar du XXIe siècle. Industrie, économie, croissance, emploi, Europe, mondialisation, c'est le programme d'un redressement qui devrait prendre du temps s'il a lieu. On le verra. Vous nous le direz à Thierry Borset du Parisien aujourd'hui en France. Il y a Mickaël Darmon, dit télévision, dit télé. Est-ce que vous êtes venu avec Zoé ? Je ne peux pas l'utiliser tous les jours, mais j'incite les Français à imaginer que leur vie peut changer. Ils peuvent économiser sur les pertes de pouvoir d'achat qu'occasionne la montée du prix des carburants et que le véhicule électrique peut être en effet une transformation profonde de notre manière de vivre avec l'automobile. Zoé, c'est Renault. Et quand vous allez discuter avec PSA Peugeot, vous allez en Zoé ? On discute avec les hybrides, car vous savez que PSA est très engagé sur la technologie hybride quand Renault a investi sur le plein à 2 €. C'est ça le prix du remplissage du carburant d'une Zoé. J'ajoute que Smart, qui travaille et fait travailler la France à Ambar, en Moselle, a un véhicule électrique produit en France. Donc nous avons un avantage compétitif, comparatif mondial que nous poussons. Et c'est un risque financier, économique, technologique que Renault a pris. Mais nous sommes, nous, actionnaires, comme tous les Français de Renault. Et le gouvernement s'engage à partager cette audace. Je crois que c'est une nouvelle frontière technologique. C'est la troisième révolution industrielle. Après les Japonais, les Américains. Je crois que nous sommes arrivés à un très bon niveau et que la France peut être leader, en tout cas est leader européen, et d'une partie du monde sur les véhicules électriques. Mickaël Darmon. Alors, vous avez hier rencontré donc les salariés de PSA au salon de l'auto. Vous avez annoncé donc une réunion tripartite qui va se réunir en octobre, 25 octobre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de plan social à PSA, c'est ça ? Notre stratégie est une stratégie de discussion, car Peugeot est un symbole national. C'est une entreprise qui emploie une centaine de milliers de salariés, qui a beaucoup de sous-traitants, donc c'est quand même un fleuron de l'industrie française. Je rappelle que, par ailleurs, nous, notre problématique, c'est de relancer Peugeot, de la voir repartir à la reconquête des marchés. Après le plan social ? Mais le plan social, il doit être discuté. Le plan social doit être strictement proportionné aux dégâts. Il n'a pas commencé à être discuté. Pour une raison simple, c'est que les syndicats ont demandé une expertise qui va d'ailleurs faire écho à celle du rapport Sartorius. C'est le gouvernement qui a demandé une expertise. Donc c'est intéressant d'avoir la vision d'ailleurs de les tous. difficultés économiques de Peugeot. Les difficultés existent, elles sont réelles. Il est nécessaire de prendre des mesures de redressement. Mais nous ne voulons pas. Vous avez commencé une phrase que vous avez dite hier. Oui. La solution doit être proportionnée aux nécessités de Peugeot. Il ne doit pas y avoir de dégâts industriels et humains excessifs. Exactement. Oui, mais s'ils ne sont pas excessifs, il peut y avoir des dégâts. Il peut y en avoir, et d'ailleurs je ne l'ai jamais caché aux salariés. Pour Aulnay, ce sera difficile, mais il n'y a pas qu'Aulnay, il y a Rennes, et il y a encore 3000 emplois qui sont menacés dans tous les sites du groupe. Mais vous n'empêchez pas la fermeture d'Aulnay. Nous n'en sommes pas là, car nous avons besoin de voir quelle est la stratégie de rebond de Peugeot, Citroën et de PSA. Ça veut dire que le plan social, vous l'acceptez, mais vous voulez l'accompagner. Nous n'acceptons pas le plan social en l'état. Nous considérons qu'il faut des mesures de redressement, mais que les mesures qui sont actuellement proposées ne nous paraissent pas être de nature à relancer Peugeot. Arnaud Montebourg, vous acceptez tout de même le plan de restructuration de Peugeot ? Pas celui-là, celui que l'ensemble des partenaires et le gouvernement, avec la direction de Peugeot, pourra établir, car nous souhaitons, et vous savez, c'est quand même pas toujours aussi simple la vie. Vous dites, c'est à prendre ou à laisser le plan de la direction de Peugeot. Et je vous réponds que non, il n'est pas à prendre ou à laisser, il est à discuter, reformater et diminuer. Mais jusqu'à quand ça va durer ? Parce que l'entreprise perd de l'argent, elle perd peut-être des chances de continuer à se développer. Oui, je voudrais vous dire que ce plan était au programme des années 2011
et qu'il a été enseveli par le pouvoir précédent. D'ailleurs, il y a un livre qui est paru hier d'un conseiller de M. Sarkozy Camille qui Pascal. rappelle l'anecdote selon laquelle M. Sarkozy a effectivement demandé à M. Varin, avec des mots d'ailleurs pas très agréables, de faire disparaître comme par enchantement le plan social. Donc en effet, ce plan social aurait dû être fait certainement plus tôt. Il aurait d'ailleurs été moindre, car les difficultés auraient été peut-être plus tempérées. Donc il y a eu des dissimulations de la part du pouvoir précédent. C'est ce qu'a dit le président de la République, François Hollande. Il y en a eu aussi de la direction de Peugeot. Maintenant, nous faisons face à des difficultés sérieuses. Nous devons relancer Peugeot. Pourquoi ? Parce que... Mais attendez, pourquoi vous dites nous devons ? Parce que le gouvernement à vous, Laurence Parisot disait tout à l'heure qu'elle vous aime bien, etc., mais qu'un des reproches, vous êtes interventionniste. L'interventionnisme social d'Arnaud Montebourg. En 1926, un jeune économiste qui s'appelait John Maynard Keynes, qui a d'ailleurs inspiré le président Roosevelt, lequel, après la Grande Dépression de 1929 mondiale et aux États-Unis, proclamait le redressement industriel national, il avait écrit un livre qui s'appelait « La fin du laisser-faire ». Oui, c'est la fin du laisser-faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire tout et n'importe quoi, y compris commettre des erreurs. Donc le gouvernement s'intéresse à l'économie et il n'est pas gestionnaire de plans sociaux. C'est-à-dire qu'il ne gère pas les dégâts humains de décisions prises dans des conditions parfois contestables. Mais il gère l'accompagnement des restructurations. Il est lui-même porteur d'une vision économique de protection. Parce qu'on a l'impression... Je vais pas pouvoir... Je ne peux pas terminer une seule phrase puis je savais. Si vous voulez comprendre quelque chose à ce que je dis, vous permettrez que j'interrompe vos questions par mes réponses. Mais comme vos réponses aussi parfois sont très Alors, je continue. Et si vous permettez, je sais que je suis long, etc. Mais ce que je fais est difficile, donc j'ai besoin de pouvoir m'en expliquer. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Et vous avez bien fait. Merci, monsieur le Cabache. Donc, notre travail est un travail où l'État, en effet, considère qu'il peut conduire la réindustrialisation de ce pays. Donc nous avons besoin de tout le monde, des entrepreneurs, des actionnaires, même des banquiers, mais surtout des salariés, des citoyens, des consommateurs. Et nous leur demandons de tempérer leur position, c'est-à-dire au contact des uns et des autres, de se mettre ensemble. Nous construisons une société de coopération et d'entraide autour de la reconstruction de nos outils industriels. Je prends un exemple, l'acier. L'acier, il y a 3 ans, les hauts fourneaux de Florange tournaient plein pot. Parce que l'acier, on en produisait beaucoup en Europe. Là, les marchés conjoncturellement baissent. Monsieur Mittal dit, moi je ferme. Il a 25 hauts fourneaux en Europe. Pourquoi ? Parce que la droite, pendant 10 ans, a laissé Arcelor être pris entre les mains de la famille Mittal. On aurait pu éviter cela. Eh bien maintenant, nous sommes dans les mains de personnes qui prennent des décisions très éloignées de nos intérêts industriels, géographiques et économiques. Donc en fait, en vérité, l'acier, quand ça repartira, eh bien on l'importera. Vous voyez notre problème. Donc nous avons intérêt à défendre l'acier français, l'aluminium français. Tout ça s'incarne dans une méthode. On voit bien, vous nous expliquez ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus quand même le ministre de l'accompagnement des plans sociaux, l'accompagnement donc des effectifs qui en fait ont vocation à être restructurés parce que vous le dites vous-même, il faut restructurer. Je suis le ministre des solutions économiques. Vous avez compris que nous ne sommes pas sur le terrain social. Quand je vais voir les salariés de Florange, les solutions sociales, ça c'est quand on a constaté l'échec économique. Donc je suis finalement, avec le ministère du redressement productif, je suis chargé de trouver des solutions économiques viables. Si vous permettez du concret pour qu'on comprenne bien. Mais par exemple pour Peugeot ou Mittal, mais pour Peugeot, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dans la réunion tripartite du 25 octobre, qu'est-ce que l'État va apporter comme solution ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'abord, il va s'interroger sur la pertinence de l'alliance avec General Motors. Premier point. C'est un problème industriel stratégique. Il va s'interroger également sur la disparition de plusieurs lignes de fabrication. Est-ce que c'est opportun ou pas ? Rennes, la moitié, et Aulnay, la totalité. Il va s'interroger sur la nécessité de réindustrialiser ou pas les sites qui seront abandonnés, de manière à ce que les salariés puissent être sécurisés et considérer que leur contrat de travail ne sera pas interrompu. Ça, c'est jamais fait en France. On peut vous demander, une innovation. À ce moment-là, à quoi sert Philippe Varin et ses équipes de direction de Peugeot ? Mais ils font leur travail, nous faisons le nôtre. Nous faisons le nôtre. Si vous dites la gamme de voitures, si vous dites avec qui il faut s'allier, à quoi il sert ? Mais je crois que nous pouvons en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, je vais vous dire, tous les pays qui ont résisté dans la crise, monsieur El Kabbach, c'est des pays qui ont su unir puissance publique, puissance privée, grandes entreprises, petites entreprises, recherche publique, universités, etc., et entreprises. Donc, notre stratégie est une stratégie de coopération.
où on travaille ensemble les stratégies industrielles. Et la fin du laisser-faire, c'est la fin de ce modèle libéral financier. Libéral, on peut faire tout et même n'importe quoi. Financier, c'est d'abord l'argent et la rémunération de la finance et du capital qui est parfois excessive, pas toujours, qui compte. Le reste, l'industrie, peu importe, et ça passe après. C'est fini cette période. Au-delà du problème de Peugeot ou des plans sociaux très médiatiques sur des entreprises très importantes, est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation du nombre de plans sociaux ou d'entreprises en difficulté qui aujourd'hui manifestent leur besoin d'être restructurées et comment vous les décelez? D'abord, nous avons un système de détection que nous avons renforcé, mis en place. Nous avons sur tout le territoire, avec les commissaires au redressement productif, qui eux-mêmes font ce que je fais en mon nom. Sur le terrain, ils réunissent les banquiers, les salariés, les régions, pour essayer de trouver des solutions économiques de sauvetage et de soutien à ces entreprises quand elles ont des problèmes de financement, de sous-traitance, etc. Donc ce travail-là est considérable parce que nous voyons l'économie quand même très abîmée, qui est en difficulté sur le territoire. Et nous le sentons, petites ou grandes entreprises. Et vous dites que l'action de ces commissaires aurait déjà permis de sauver 11 500 à 12 000 emplois, vous confirmez ce chiffre? Je ne dirais pas cela comme ça. Je voudrais vous donner les détails. Il y a eu le ministère, ces commissaires ont traité 119 dossiers qui concernaient 20 770 emplois. Nous en avons préservé 15 000, mais nous avons quand même perdu 4 850. C'est beaucoup. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de trouver des solutions pour sauver l'outil industriel. Souvent, on dit les canards boiteux, il faut les abandonner à eux-mêmes. C'est comme si on disait à des malades qui rentrent à l'hôpital, ceux-là, on ne les soigne pas, ils sont morts d'avance. Non, on les soigne. Intervenir avant qu'ils boitent. Plutôt, oui. Et le plus tôt possible, et avant que les difficultés ne s'aggravent. C'est vous qui avez parlé de l'acier tout à l'heure, Arnaud Montebourg. Vous avez dit qu'il y a un bras de fer avec la chimie Mittal. Il n'y a ni fer ni acier. Mais est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de repreneurs, puisque vous avez deux mois pour trouver des repreneurs? Est-ce que vous avez beaucoup de repreneurs? Nous sommes aujourd'hui en recherche de repreneurs. Et je n'ai pas l'intention de vous donner des détails, car nous voulons travailler dans la discrétion. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Oui. Ça, c'est une interprétation que je conteste. Démontrez-nous le contraire. Je vous le démontrerai le moment venu. Le moment décidé par Europe 1 n'est pas le moment décidé par l'État, ni Mittal, puisque le moment, ce sera 60 jours après. Car vous voyez, nous voulons multiplier les chances de réussite. Que se passera-t-il après le délai, s'il n'y a pas de repreneur? S'il n'y a pas de repreneur, nous en reparlerons. Mais pour le moment, nous cherchons le repreneur. Donc chaque chose en son temps, je ne peux pas, vous dire ce qui se passera une fois que nous aurons soit trouvé un repreneur, soit pas trouvé de repreneur. Pour l'instant, nous le cherchons. Arnaud Montebourg, vous aviez évoqué sur ce dossier la nécessité de travailler avec l'ensemble des ministres de l'industrie en Europe. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que la France est toute seule sur le dossier Florange, ArcelorMittal? Nous avons une concertation avec mes collègues et homologues belges et luxembourgeois. Je note quand même que la famille Mittal a fait une concession au gouvernement français qu'elle n'a fait nulle part ailleurs sur la reprise des hauts fourneaux. C'est-à-dire qu'elle accorde un sursis? Non, pas la possibilité de vendre, ce qu'elle n'a accepté nulle part ailleurs. Car, madame, il faut regarder ce point important. La question des hauts fourneaux, elle en a, la famille Mittal en a 25 en ferme, on a déjà fermé 9 ou mis à l'arrêt. Donc c'est quand même des dégâts dans tout le territoire européen. Notre souhait à nous est de continuer avec d'autres, un autre actionnaire peut-être. Est-ce qu'on peut vous demander si vos amis du Qatar ne vont pas s'en mêler? Ils ne pourraient pas être preneurs comme ça pour faire plaisir? Je ne suis pas sûr que le Qatar ait une spécialité industrielle dans l'acier. Il y en a beaucoup d'autres dans le monde. Ils sont assez connus. Dernière question sur ce plan-là, avant qu'on fasse la reprise. Vous avez maintenant de l'expérience. Qu'est-ce que peut faire l'État français ou un État face à un entrepreneur privé, Mittal ou Peugeot, etc., qui ne veut entendre que la défense de ses propres intérêts? Il dispose de moyens de pression. C'est ce que nous avons fait dans l'affaire Sanofi, par exemple, qui est une entreprise qui doit tout à la sécurité sociale française. 80% du chiffre d'affaires de Sanofi est directement rattachable ou lié à la sécurité sociale, au remboursement de médicaments. Donc nous avons expliqué à Sanofi que faire 5 milliards de bénéfices, avoir finalement 80% de son chiffre d'affaires dû à la France, justifiait quelques respects
pour le territoire français. C'est-à-dire au lieu de 2000 suppressions d'emplois, ils vont supprimer, vous avez dit 900. Est-ce que vous Le plan social au mois de juillet était prévu pour 2500, il est aujourd'hui de 914. Alors, et je considère que c'est... Félicitations. Non, ne me félicitez pas. Félicitations, mais est-ce que ça veut dire que vous engagez au maintien en France de tous les emplois ? Nous défendons la base industrielle et de recherche-développement France, et notamment à Toulouse, et nous considérons encore que 914, c'est encore trop. Et nous l'avons fait savoir à Sanofi, à ses dirigeants, M. Wibarer. Nous nous retrouvons avec vous, Arnaud Montebourg, dans un instant. Et invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, l'heure est grave, dites-vous, vous proclamez Urbi et Orbi, Arnaud Montebourg, je vous cite, « Si nous échouons, c'est le changement qui échoue ». Pourquoi un échec d'Arnaud Montebourg serait un échec de tous ? Non, du redressement productif. Vous savez, j'ai dans l'intitulé de mon ministère une obligation de résultat. Je suis un des rares d'ailleurs dans ce gouvernement. Je le prends comme un hommage, mais c'est un défi. C'était pas un cadeau qui vous a été fait. C'est pas cela, parce que je suis très engagé et passionné par cette mission difficile, mais qui n'est pas impossible. Et je vais dire que redresser la production de notre pays, ça veut dire moins importer, plus exporter, être plus innovant, avoir inventé les produits de demain, les emplois de demain, c'est finalement amener le pays dans la troisième révolution industrielle. Jusqu'ici, troisième révolution industrielle. Qu'est-ce que vous avez redressé ? Beaucoup de choses. D'abord, le moral des Français qui pensent, oui, nous y contribuons, qui pensent que la politique ne sert à rien. Tous les instituts, et ils ont disent exactement le contraire. Non, mais les instituts, et moi les je vous parle. Vous lisez également. Je disent vous le parle. Contraire. Bon, très bien. Ben, je vous laisse avec vos instituts. Moi, je vous parle du moral que nous avons, car nous sommes optimistes et nous pensons qu'un État leader qui reconstitue une industrie, ça va prendre du temps, ça va être difficile, c'est l'État dont les Français, mais même tous les Européens ont besoin. L'époque où la concurrence, les marchés pouvaient régler l'économie est terminée. Maintenant, nous avons besoin de nous unir pour rebâtir. Mais pourquoi vous dites si nous échouons, c'est le changement ? Mais parce pourquoi que... vous dites pas nous allons réussir et le changement réussira ? Ah bah parce que la question a été dure. Ah ben je ne vous le cache pas que c'est difficile, puisque d'ailleurs, à chaque fois, nous avons des résistances. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Machiavel, que je trouve très belle, qui dit « Il n'est rien de plus difficile à prendre en main, de plus périlleux à diriger ou de plus aléatoire que de s'engager dans la mise en place d'un nouvel ordre des choses, car l'innovation a pour ennemi tous ceux qui ont prospéré dans les conditions passées et pour tiède défenseur, tous ceux qui peuvent prospérer dans le nouvel ordre. » Alors, sur ce nouvel ordre des choses, à travers toutes les actions que vous menez, qui peuvent sembler un peu des situations d'urgence à traiter, on a du mal à voir se dessiner une véritable stratégie. Et est-ce que cette stratégie peut se dessiner alors que manifestement un certain nombre de patrons considèrent que le gouvernement... Ce qu'il appelle les pigeons. Les pigeons, la rébellion fiscale des pigeons. Est-ce que, d'après vous, derrière les pigeons, il n'y a pas quelques vautours ? Ce sont des pigeons exagérateurs, ce ne sont pas des pigeons voyageurs. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la réalité des textes, de la proposition, du projet de loi de finances du gouvernement, tout ce qui concerne transmission, qui est un sujet très sensible, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise dans notre pays qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Nous avons un problème de transmission aux jeunes générations, parfois aux salariés, parfois aux enfants de chefs d'entreprise, parfois par la vente. Tout cela fait l'objet d'abattements, d'exonérations et de protection, car nous savons la sensibilité du sujet. Mais pour ceux qui ne partent pas en retraite ? Il y a des abattements considérables, et c'est pour cela que la mauvaise foi du pigeon exagérateur est quand même à étudier de près, car il y a des abattements selon la durée de détention. Nous aimons ceux qui investissent dans l'entreprise et en font un outil de travail sur le long terme. Les abattements... Est-ce qu'ils n'exagèrent pas dans l'audace, vous dites ? Ils sont quand même dans l'innovation, ils vont plus loin que les autres, peut-être faut-il les aider un peu plus. Mais s'ils avaient regardé les textes, ils auraient pu voir que la durée de détention des actions, qui est la création de leur entreprise par exemple, ou qui est un rachat pour un investisseur, est finalement protégée. Et même, il y a une incitation fiscale, car l'abattement sur cette taxation était tout à fait significatif. Donc le gouvernement recule. Ah ben non, mais ça tombe à 40, ça tombe à 30. Le gouvernement a décidé trop vite alors. Est-ce que ça veut dire que... Non, je pense qu'il y a une part de mauvaise foi volontaire. Je vous rappelle qu'il y a un Parlement,
qu'un projet de loi n'est pas une loi. Il y a les parlementaires qui sont ici, M. Bachelet, les membres de la Commission des Finances, ils vont discuter. Le Parlement a été élu pour cela. Donc c'est utile qu'on ait ce débat. Des gens de Bercy, là, vous êtes 7 ministres à Bercy, Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici, qui ont reconnu que c'était une erreur et qui ont cédé et reculé, ont eu tort. Non, je pense que... Ils sont allés trop vite, ils ont dû attendre le Parlement, eux aussi. Le taux donnait l'impression d'être exagéré. Néanmoins, quand on regarde le texte, ce taux incite à garder finalement l'outil de travail le plus longtemps possible. Finalement, on arrive à des niveaux d'imposition qui sont assez raisonnables. On a parlé d'une mesure mal calibrée qu'il fallait faire changer. En tout cas, la discussion va avoir lieu et il faut qu'elle ait lieu sur des bases sérieuses. Qu'est-ce que nous défendons? L'idée que les revenus du capital soient sur la même base que les revenus du travail. Pourquoi on frappe toujours le travail et le capital serait exonéré? Il y a un problème quand même. Donc il faut trouver l'équilibre. Vous ne craignez pas de nouvelles révoltes, que ça serve d'exemple précédent, oui. Encore des exemples de rébellion citoyenne comme ça? Écoutez, nous avons besoin dans ce pays de nous unir, c'est-à-dire de trouver les points d'équilibre où chacun y trouve son compromis. J'entends souvent les patrons qui disent « vous vous rendez compte, on nous surtaxe ». D'abord, il ne faut pas confondre l'outil de travail, l'outil industriel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur ou même de l'actionnaire qui n'est même pas entrepreneur. Je ne confonds pas le financier et l'entrepreneur. Et donc, notre choix, c'est le choix finalement de l'unité nationale autour de la reconstruction de l'industrie. Tout le monde va devoir faire des efforts. Je vous rappelle qu'on a trouvé un pays surendetté, où pour faire les fins de mois les fonctionnaires, nous sommes obligés d'emprunter. Pour payer les prestations sociales, nous sommes obligés de nous porter sur un crédit. Voilà ce que la France est obligée de faire. Ça fait des années. Et voilà des années que le MEDEF réclame finalement le rétablissement des comptes publics et voudrait être exonéré de l'effort national. Bon. Je trouve que c'est exagéré. Alors, puisque le débat... C'est-à-dire les patrons, quoi. Le MEDEF n'est pas les patrons. C'est une partie des patrons. Je trouve qu'il mériterait à défendre davantage l'industrie et un peu moins les intérêts financiers des actionnaires. Mais il y a les PME, actionnaires de l'entreprise. La CGPME, il y a des mouvements spontanés comme les pigeons, etc. Mais question plus essentielle... Michaël Darmon. On voit bien qu'avec le gouvernement, là, on est au cœur du débat sur la compétitivité de tout ce qu'il faut faire pour la relancer. Alors, on a l'impression qu'on attend le passage de l'ombre à la lumière avec le fameux rapport Gallois qui, tout d'un coup, va tout expliquer. Vous avez besoin du rapport Gallois pour comprendre ce qu'il faut faire? D'abord, M. Gallois est un grand industriel. Le Messie Gallois. Il n'est pas le Messie. Je vous rappelle qu'il a mené Airbus sur une trajectoire extraordinaire. Je vous rappelle que quand Airbus a été fondé, pendant 6 ans, on ne vendait pas un avion. Les ingénieurs se rongeaient les ongles. Donc, n'oublions pas cela. Et ce que la France doit à ses grands patrons, il en est de nombreux et des mérites. Incontesté. Et Louis Gallois a une vision qui est d'abord une vision industrielle. C'est-à-dire que la priorité dans l'économie, c'est l'industrie. Nous sommes arrivés à un niveau de désindustrialisation tout à fait avec ce qu'il a déjà annoncé, le choc de l'offre. Sa contribution sera importante. Et elle doit être dans le débat politique. Ce matin, pour le grand rendez-vous, c'est votre contribution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez fait des propositions? Comment vous voyez influencer ce rapport? La compétitivité. Nous avons un problème de compétitivité. La preuve, c'est que nous avons 75 milliards de déficit commercial. 75 milliards, ce n'est pas rien. Vous enlevez l'énergie, vous voyez que dans tous les secteurs, on a décliné, on importe plus que ce qu'on exporte. Ça veut dire que nos produits se vendent de moins en moins. Donc la compétitivité est un problème. Deuxième problème, c'est qu'est-ce qui est la cause de cela? La spécialisation de la France, qui est moyenne, attaquée par le low cost, attaquée par le premium, par le luxe ou le haut de gamme, comme on dit. Comme dans l'automobile. Voilà. Troisième problème, est-ce que nous avons des caractéristiques qui sont des handicaps? Je note que la question non pas du coût du travail, mais des modalités de financement de la protection sociale font l'objet d'un débat. D'ailleurs, avec Louis Gallois, dans la grande conférence sociale, avec les partenaires sociaux, la CFDT, la CGT, nous avons évoqué le rapport Gallois. Note la contribution du MRP, ministère du redressement productif, est une proposition qui consiste à utiliser le donnant-donnant. Nous diminuons les charges ou les cotisations sociales pesant sur les entreprises en contrepartie de l'investissement dans les entreprises. Nous souhaitons que le pays qui aujourd'hui a des entreprises dont les marges diminuent, dont l'investissement se raréfie,
qui est ralenti dans la recherche, développement et l'innovation, que le pays se relance sur l'investissement productif. Comment allons-nous stimuler les entreprises, les soutenir dans leur investissement? On donne une sorte d'avantage ou d'allègement des cotisations à un entrepreneur qui est décidé à investir, c'est ça? Contre l'investissement. C'est une sorte de bonus. C'est la première fois d'ailleurs qu'on pourrait imaginer une telle contribution, car d'habitude on échange contre la création d'emplois et les employeurs disent c'est trop difficile, on n'y arrive pas. Il y a une chose qui avait été créée par Jean-Pierre Chevènement, c'est le crédit d'impôt recherche en 1983 qui s'est développé et qui aujourd'hui est très prisé des entreprises et qui a conduit à la relocalisation sur le territoire national. Eh bien quelque chose de similaire, c'est une sorte de crédit d'allègement de cotisation contre investissement productif dans les entreprises. Et nous pouvons... C'est finançable, ça, c'est un modèle économique? Alors justement, comment on finance ? Oui. Moi, je suis assez opposé, même totalement opposé, à ce qu'on reprenne les vieilles recettes de la TVA, qui va frapper les ménages, déstabiliser la consommation, affaiblir l'économie, etc. Y compris la CSG, d'abord parce que les familles ne peuvent pas y échapper, et donc ce sont des pertes de pouvoir d'achat, nous avons besoin de soutenir l'économie. Pour quel est-il? Eh bien, il doit aller chercher les secteurs abrités de l'économie. Les secteurs qui font beaucoup d'argent sans finalement trop se fatiguer. Par exemple, le secteur bancaire qui gagne beaucoup d'argent et qui devrait contribuer davantage, après avoir d'ailleurs causé beaucoup de tort à l'économie mondiale, devrait participer à l'effort productif et à la relance d'investissement productif. Donc les banques ne jouent pas encore leur rôle, il faut qu'elles mettent un peu dans le pot commun. C'est un secteur abrité, peu concurrentiel et finalement très profitable qui devrait participer à l'effort national. De quelle façon ? En finançant les baisses de charges sur le reste de l'économie. Je pense à l'immobilier aussi. L'immobilier, on gagne beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et du coup, on préfère investir dans l'immobilier alors que dans l'industrie, on gagne peu d'argent et c'est très risqué. C'est moins risqué dans l'immobilier, donc il faut rééquilibrer l'attractivité de l'investissement. Donc ce sont les banques qui vont financer les charges sociales. L'immobilier, quoi encore ? La fiscalité écologique. On dit mais la fiscalité écologique, c'est une fiscalité de comportement. Si vous êtes finalement dans des comportements vertueux qui favorisent l'écologie, l'absence d'émissions de gaz à effet de serre, on vous encourage, on donne un bonus. Et à l'inverse, on vous donne des malus si vous vous comportez mal. Moi, je propose la taxe carbone extérieure. C'est-à-dire celle qu'a d'ailleurs avait proposé M. Sarkozy sur les produits qui contiennent beaucoup de CO2, qui viennent de très loin, qu'il faut faire traverser les mers. Négociation. Est-ce qu'il y a un quatrième ? Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, je voudrais que nous épargnions les Français d'avoir à financer l'effort productif national, la relance d'investissement productif, car c'est un effort de tous les secteurs en faveur du secteur exposé à la concurrence internationale. Est-ce qu'on allège les charges de certaines entreprises ? De la totalité des charges, jusqu'à 2,6 SMIC. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont les emplois industriels. Et c'est là qu'il faut aider les entreprises qui ont besoin. Et vous pensez que Louis Gallois va accepter cette proposition ? Vous pensez que Louis Gallois a des bonnes chances d'accepter ces propositions, de les entendre ? Moi, je pense qu'il faut participer au débat. Ce sera la contribution du MRP auprès de Louis Gallois. Voilà. Alors, un autre sujet qui tient aussi à la santé des entreprises, c'est votre croisade, on peut dire, sur les tribunaux de commerce. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce qu'on sait très bien que vous avez une critique sur leur fonctionnement, vous l'avez d'ailleurs fait depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous voulez faire de nouveau ? D'abord, ce n'est pas une croisade, c'est une réticence. Deuxièmement, les tribunaux de commerce doivent, qui rendent des décisions de proximité, parce que ce sont des chefs d'entreprise qui sont dans ces tribunaux, nous devons veiller à ce qu'il y ait séparation des intérêts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé parti. Donc nous avons besoin d'avoir des mécanismes de régulation. Dans l'affaire Doux, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de critiques sur les décisions du tribunal de commerce de Quimper, qui est un tribunal que M. Doux connaît bien, puisque beaucoup de ses amis y siègent. Alors, donc nous ne sommes pas très contents, après l'affaire Doux, de ce qui s'est passé. Donc nous souhaitons, et avec Mme Taubira, nous travaillons à, organiser la vigilance. Et je crois que les procureurs ont reçu une circulaire leur permettant d'agir. Vigilance, c'est quoi ? Vigilance, c'est-à-dire que faire en sorte que le tribunal qui va avoir à juger une affaire ne soit pas trop impliqué dans l'affaire. Est-ce que vous prenez le dépaysement, par exemple, par exemple, ça fait partie des propositions. Moi, je souhaiterais que, finalement, l'État soit présent autour de la table et qu'il puisse donner son point de vue, car s'il intervient avant les difficultés apparentes des entreprises, il faut qu'il intervienne lorsque les difficultés sont devant le tribunal. Nous nous retrouverons avec vous, Arnaud Montebourg, dans un instant pour la dernière partie du grand rendez-vous d'Europe 1, iTélé parisien aujourd'hui en France. Arnaud Montebourg, on a entendu depuis le début de cette émission du grand rendez-vous le projet Montebourg, si on peut le résumer, la relance
productive. Combien faudra-t-il de temps pour réussir éventuellement le redressement? Ce sont des politiques de moyen et long terme. Il faut remobiliser la nation tout entière. Donc, écoutez, je 10 pense... ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans? Je crois qu'en 3 ans, 2 ans, 3 ans, les premiers effets se feront sentir. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dit au président de la République que je souhaitais avoir le temps, que je prenais le temps, j'organisais finalement le temps de réussir. À condition que l'offre mondiale reprenne. Vous parlez de l'Union européenne. 7 pays sur 17 de la zone euro sont en récession et l'Allemagne est maintenant sur le fil. Donc ça, c'est notre préoccupation. La bataille pour la croissance, c'est ce qu'a lancé le président François Hollande lorsque il est arrivé à l'Élysée avec nous. Tout à l'heure, à 9h, Laurence Parisot reconnaissait la qualité de votre rôle lors de la conférence sociale du mois de juillet, mais elle a critiqué votre interventionnisme social. Je crois que, comme beaucoup d'autres, elle s'y fera. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans une grande nation politique comme la France, rester dans son bureau, et nous n'avons pas été mis par les Français au pouvoir pour faire des cocottes en papier et dire « débrouillez-vous, organisez-vous, nous, ça ne nous concerne pas ». Donc, nous sommes, c'est vrai, des interventionnistes pondérés et modérés, mais absolument intraitable lorsqu'il est nécessaire que des situations de reconstruction industrielle soient menées. Mais en même temps, parfois, vous ne montrez pas que l'État ne peut pas tout, finalement, selon le mot de Lionel Jospin. Écoutez, nous verrons bien. Moi, ce que je sais, c'est que l'État peut beaucoup. Vendredi, vous êtes allé rencontrer Luc Ourcel et visiter des installations d'Areva, je suppose, nucléaires. Vous n'étiez pas seul. Au-delà des polémiques qui sont stériles, est-ce que vous faites confiance, vous, aujourd'hui, à l'industrie nucléaire française ? Parfaitement, comme d'ailleurs le gouvernement tout entier, qui s'appuie sur une force énergétique qui s'exporte. Je rappelle que Areva, qui est un des fleurons mondiaux de la filière nucléaire, est présent dans les appels d'offres du monde entier. Beaucoup de pays européens, après d'ailleurs la décision de l'Allemagne de fermer les centrales nucléaires, autour de l'Allemagne, des pays européens décident de se lancer dans le nucléaire. Le Royaume-Uni aussi. Donc il y a aujourd'hui un Areva sur les marchés mondiaux. Mais il y a justement une inquiétude des marchés mondiaux, des Chinois, des Indiens, etc., qui se disent si la France, qui a ce savoir-faire, cette technique, cette connaissance du nucléaire, se retire à terme, est-ce qu'elle laisse tout le champ libre aux Américains et à Westinghouse? Les Français que nous sommes ont confiance dans le nucléaire, l'exportent et ne se retirent pas du nucléaire. Ils rééquilibrent le mix énergétique. Ils investissent dans les énergies renouvelables, dans lesquelles nous avons un certain retard, et ils travaillent à décarboner l'économie. Pourquoi ? Parce que cette troisième révolution industrielle, qui est finalement le fil rouge de mon action, c'est les rénovations thermiques des logements, c'est les nouveaux modes de transport électriques, c'est la mutation de notre vie quotidienne à travers, d'ailleurs, des technologies nouvelles. Vous avez noté qu'EDF et la plupart des experts ne croient pas à la fermeture de Fessenheim d'ici à 2016, parce qu'ils disent qu'il aurait fallu commencer dès 2009 et que ça prendrait beaucoup de temps. Et d'autre part, est-ce que vous avez calculé le coût de la fermeture de Fessenheim ? Le Conseil de politique nucléaire qui se réunit autour du président de la République a annoncé ses décisions. Nous n'y revenons pas. Et EDF est aujourd'hui engagé dans le processus de discussion avec son actionnaire, l'État, pour mener à bien ses décisions. Mais vous savez combien ça va coûter de fermer ? La discussion est en cours. Oui, parce qu'il y a des actionnaires étrangers, allemands, suisses, etc. Il y a toujours des actionnaires partout, monsieur le Cabas. Même chez Europe 1, il y a des actionnaires. Oui, il faudra les dédommager. Sinon, c'est normal. On leur donne des dividendes. C'est normal. Question de Michael Darmon. Arnaud Montebourg, on est actuellement donc en plein débat budgétaire. Vous avez, il y a quelque temps, critiqué de façon très virulente les positions du Trésor, en disant que c'était des options toujours libérales, toujours la même chose, toujours à droite. Est-ce que vous maintenez ces critiques ? Je considère que la direction du Trésor, qui est une administration de talent, est une administration qui a pris une forme, j'allais dire, de tentation, qui est celle, finalement, de toujours recycler les mêmes politiques, les mêmes idées depuis 20 ans. C'est-à-dire, vous reprenez les critiques ? Je les prends non seulement... position de votre ami Pierre Moscovici. Je les prends non seulement à mon compte, mais je les dis à son directeur et à ses fonctionnaires dont la compétence n'est pas en cause, ni même la loyauté. J'ai juste des problèmes intellectuels avec eux. C'est-à-dire que nous sommes en train de changer la France
Et eux nous ressortent les recettes éculées qu'on connaissait à l'époque de Raymond Barre. Pourquoi vos collègues Jérôme Cahuzac suggérez qu'il faut les changer. Non, je suggère il faut les mettre en adéquation avec je vais vous dire la ce que philosophie. C'est que moi, quand j'ai des modèles économiques à faire tourner, je m'adresse au laboratoire de recherche publique. Parce que, finalement, nous avons besoin de mener des débats intellectuels, économiques, sur des modèles alternatifs, pour pouvoir avoir, finalement, une bonne opinion pour le gouvernement. Donc, en vérité, nous avons besoin qu'ils prennent l'air intellectuellement, qu'ils se cultivent, qu'ils ouvrent les portes et les fenêtres de l'administration. Non, je n'ai pas dit ça. Vous ne me le ferez pas dire. Je vous parle de les fenêtres de Bercy, quoi. Oui, qu'ils prennent l'air de la société et des idées nouvelles. Vous ne craignez pas, comme on vous le reproche quelquefois, de fabriquer des boucs émissaires chaque fois? Je ne fabrique aucun bouc émissaire. Je me heurte à une administration conservatrice. Les banques, le trésor, mais c'est normal. C'est normal, vous car toujours comme il faut ça, les mettre au pas. Est-ce que je peux vous répondre? Bien sûr. Bon. La conduite du changement, ça consiste à, en effet, convaincre un certain nombre de gens que les positions qu'ils ont défendues dans le passé ne sont vraiment pas bonnes. J'ai une phrase de Molière que je trouve très belle. Troisième citation. Je hais les quêeurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Le misanthrope. Ben voilà, je lutte contre la misanthropie de mon administration. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-François Copé? Question de Thierry Borsard. Arnaud Montebourg, vous travaillez-vous au redressement. Pendant ce temps-là, le débat politique se poursuit en France. Et parmi les citations, vous venez de citer quelques grands écrivains, mais il y a aussi des citations plus pragmatiques, celle de Jean-François Copé. On arrache les pains au chocolat des mains de nos enfants. Quelle est votre réaction à cause du Ramadan? Écoutez, je conseille à M. Copé d'abord de remballer tout ce qui peut aujourd'hui apparaître comme des facteurs de division, de destruction de l'unité nationale. Ce n'est pas responsable de la part d'un dirigeant politique que de jeter les Français les uns contre les autres. J'ai envie de dire qu'en matière religieuse, tout dirigeant politique doit s'abstenir de tout commentaire. La religion appartient à la sphère privée. Elle appartient à des pratiques, des observances personnelles, et quelle que soit cette religion. Et dès lors qu'elle ne déborde pas sur le champ public, dans les services publics, dans la discussion publique, je crois qu'il est préférable de s'abstenir. C'est ça l'esprit de la laïcité ferme, mais j'allais dire exigeante, qui est la nôtre. Et quand vous voyez des Français qui se convertissent à l'islamisme radical, comme dit M. Valls, votre collègue de l'Intérieur, est-ce que vous êtes préoccupé? Quand ils franchissent la loi, ils sont poursuivis et la justice... Est-ce que c'est pas dangereux de les voir remonter? Quand ils franchissent la loi, c'est-à-dire quand ils commettent des infractions pénales, je vous rappelle que la loi, elle s'applique à tous et elle s'appliquera de façon ferme. Je crois que là-dessus, le ministre de l'Intérieur fait parfaitement bien son travail et accomplit sa mission. Merci d'être venu. Merci à vous. Et nous aurons d'autres occasions de vous recevoir parce que ce dossier est un dossier d'industrie, la croissance. Je reviendrai. Capital. Merci beaucoup. Merci de cette participation.